Bien le bonjour les 5COs, et aujourd'hui nous allons parler de Deathstroke Rebirth. Bam! La saga, la série Deathstroke Rebirth, scénarisée par Christopher Priest. Bam! Christopher Priest, je sais pas trop comment on dit. Une série dont je n'ai pas parlé dans le trombinoscope dédié à Deathstroke pour la simple et bonne raison qu'un trombinoscope, et vous le savez, a pour vocation de vous présenter uniquement des choses qui m'ont plu. Et force est de constater que ce n'est pas le cas de cette série. Série composée de 7 tomes que je suis en train de vous passer en revue, avec des magnifiques couvertures pour chacun d'entre eux. Avec des prix qui varient entre 16 et 22,50 € par volume, donc faites le calcul, ça représente une somme non négligeable. Mais il va falloir passer à la caisse plusieurs fois les petits gars, parce que si vous voulez lire l'intégralité du run de Christopher Priest, eh bien il va falloir également vous procurer ces deux exemplaires supplémentaires qui se présentent tous deux sous la forme de one-shot, vous voyez, qui ne sembleraient pas faire partie d'une quelconque continuité, alors que si c'est le cas. Nous avons donc le DC Universe Rebirth Deathstroke qui s'intercale entre le tome 3 et le tome 4 de la série. Et nous avons Batman vs Deathstroke, également présenté sous la forme d'un one-shot, qui lui s'intercale entre le tome 5 et le tome 6 de la série. Voilà. Alors, c'est une série extrêmement dense, très fournie, parfois même confuse. Il y a beaucoup de choses à vous raconter, donc pour me simplifier la vie, on va déjà commencer par ce tome-là, le DC Universe Rebirth / Deathstroke, comme j'expliquais, qui s'intercale entre le tome 3 et le tome 4 et qui comprend l'issue numéro 19 de la série. C'est-à-dire que si vous n'achetez pas ça, eh bien vous allez passer entre le tome 3 et le tome 4 de l'issue numéro 18 à l'issue numéro 20. Le 19e se trouve là-dedans. Et malheureusement pour vous, eh bien il va vous falloir impérativement passer à la caisse si vous voulez lire l'intégralité du run, parce que à la fin de ce crossover, à la fin de cette histoire, il y a un changement de statu quo, un changement de paradigme concernant le personnage de Deathstroke qui forcément aura des conséquences sur la suite du run. Voilà. Donc vous ne pourrez pas y couper malheureusement. Alors je vais commencer par vous parler de celui-ci. Qu'est-ce que ça nous raconte ? Bam ! Eh bien il s'agit là d'un crossover entre les Titans, les Teen Titans et Deathstroke, les Teen Titans et les Titans qui ne sont pas tout à fait les mêmes formations. Moi j'ai beaucoup de mal à comprendre la cohérence de ces deux formations respectives que sont les Teen Titans et les Titans. Parce qu'on t'explique ici que les Titans, ce sont les Teen Titans de Marv Wolfman et George Pérez qui auraient grandi et qui de ce fait ne se feraient plus appeler les Teen Titans mais uniquement les Titans. Pour le coup, je suis l'affaire, il n'y a pas de problème, tout est compréhensible, ok ? Le délire, c'est que quand tu regardes le casting des deux équipes, eh bien ça ne colle pas avec ce postulat. Voilà le casting. Vous avez ici, chez les Titans, Dick Grayson, Wally West, Donna Troy, Roy Archer, et puis Tempest, qui je crois est le premier Aqualad qui a vieilli et qui se fait aujourd'hui appeler Tempest, mais également Omen qui est un personnage que je ne connais pas du tout, ok ? Donc là on est chez les Titans. Donc il s'agit bien pour l'instant du roster des Teen Titans qui a vieilli. On est d'accord. Mais alors expliquez-moi pourquoi dans la nouvelle génération des Teen Titans, nous retrouvons Beast Boy, Raven et Starfire qui faisaient partie de l'équipe originale des Teen Titans de Perez et Wolfman. Pourquoi est-ce que eux n'ont pas suivi le mouvement ? C'est incompréhensible cette histoire. Bref, puis alors il y a un truc qui m'énerve, c'est le choix du leader pour les Teen Titans, Damian Wayne. Putain, juste pour dire que c'est Robin qui est leader. Parce que Dick Grayson, il avait toujours ce côté grand frère de l'équipe. C'était un tacticien, c'était un fin stratège, bras droit de Batman, il n'y a aucun problème avec cela. Mais c'est pas du tout le cas de Damian Wayne, pardon. Ce n'est pas du tout le cas de Damian Wayne, qui est un jeune trou du cul insolent, impertinent, arrogant, individualiste. Et à quel moment tous ces défauts pourraient faire de lui un leader naturel ? Pour moi, ça n'a aucun sens que ce soit Damian Wayne le leader de cette équipe. Bref. Ceci est un autre débat. Deathstroke,
tente de capturer les deux Wally West en activité. Il y a deux Wally West en activité depuis l'époque New 52. Le premier Wally West, le rouquin, créé en 1959 par John Broome et Carmine Infantino. Le voici, qui a été Flash durant un temps, avant de redevenir le Kid Flash. Donc le plus vieux Kid Flash qui existe, et qui a été remplacé durant l'époque New 52 lorsqu'il avait disparu dans la Speed Force. Il a été remplacé par un nouveau Kid Flash, un nouveau Wally West, ce jeune garçon. Voilà. Donc c'est le petit blackwashing de l'époque New 52. Bim. Et donc maintenant il y a deux Wally West en activité, puisque depuis l'ère Rebirth, le premier Wally West est revenu. Ok. Et donc Deathstroke les capture afin de s'accaparer leur super vitesse. Et pourquoi est-ce que Deathstroke tente d'accéder à la Speed Force? Tout simplement pour pouvoir retourner dans le passé et corriger quelque chose qui s'est produit dans sa vie, un événement tragique qui s'est produit au cours de sa vie il y a plusieurs années auparavant. Je trouve ça inconsidéré que plusieurs années après, ils mettent autant d'énergie à essayer de retourner dans le passé pour corriger quelque chose qui ne semblait pas l'avoir affecté plus que ça à l'époque. Pour le rendre intéressant, Deathstroke, on décide de le rendre important, et pour le rendre important, on décide de multiplier un petit peu ses facultés, ses capacités, et d'en faire un personnage beaucoup plus cheaté qu'il n'était censé l'être à la base. Et on continue, on va toujours dans ce sens, en lui conférant la Speed Force au cours de cette histoire, et force est de constater que du jour au lendemain, il accède donc à la super vitesse, et qu'il semble mieux la maîtriser que les speedsters originaux que sont les deux Wally West. Tu vois. Donc ça c'est quelque chose qui m'emmerde un petit peu, quand un personnage qui n'avait aucune maîtrise de ce pouvoir, du jour au lendemain, le maîtrise mieux qu'un personnage qui est historiquement lié au pouvoir en question, c'est quelque chose qui a tendance à m'énerver. Voilà. Et une fois de plus, toujours dans cette optique de cheater le personnage de Deathstroke pour le rendre intéressant. Ça ne marche pas comme ça, messieurs. En tout cas, pas pour moi. Donc, voilà. Une histoire très vite oubliable, très vite oubliée, que malheureusement je serai obligé de vous conseiller si vous souhaitez lire l'intégralité de la série, puisque tu ne peux pas y couper, c'est dommage. Il y a des conséquences, il y a un changement de personnalité de la part de Deathstroke à la fin de cette histoire. Et ensuite nous avons également un autre bouquin qui s'intercale donc cette fois-ci entre le tome 5 et le tome 6 de la série Batman vs Deathstroke. Donc là on comprend clairement le délire marketing autour d'un tel choix éditorial. On aurait pu faire un tome supplémentaire Deathstroke, on aurait pu aller jusqu'au tome 8 voire même 9 pour caler celui-ci, mais on a décidé de vendre ces deux histoires séparément, alors qu'au final tu ne peux pas les lire séparément. Ici, nous avons les issues numéro 30 à 35 de la série. Et c'est pareil, il y aura des conséquences à la fin de cet affrontement entre Batman et Deathstroke. C'est pas du spoil, c'est le titre de l'œuvre. Il y aura des conséquences dans la suite et fin du run. Donc, une fois de plus, tu ne peux pas y couper. Et si tu veux lire le run intégral, tu vas être obligé de passer par Batman vs Deathstroke. En revanche, si tu es un nouveau lecteur et que tu veux une lecture rapide et concise et simple, concernant le personnage de Deathstroke, attention, ne tombe pas dans le piège, ceci n'est pas pour toi. Ceci fait partie clairement d'un run qui a commencé bien avant et qui se termine bien après. Voilà. Donc attention, ceci n'est pas à lire comme étant un one-shot, bien qu'il soit présenté comme tel. Je trouvais ça assez hasardeux comme choix de la part d'Urban d'ailleurs, trompeur même j'ai envie de dire. Donc ne vous faites pas avoir, ceci n'est pas un one-shot, clairement. Comme son nom l'indique, ça nous raconte un arc qui va consister en l'affrontement entre les deux guerriers les plus doués de l'univers d'ici, clairement les deux combattants les plus entraînés, les plus forts techniquement. Batman versus Deathstroke, une bonne idée pour un jeu vidéo, une bonne idée pour un film, mais pas forcément une bonne idée pour un comics. D'autant plus que les causes qui vont mener à cet affrontement sont complètement capillotractées pour le coup. Et l'affrontement, bien qu'il aurait pu être intéressant et spectaculaire, ne l'est en aucun cas, et c'est bien dommage. C'est-à-dire qu'on a un découpage somme toute relativement classique, ça manque de dynamisme clairement, ça manque d'intensité, ça manque de longueur. J'aurais voulu que ce combat soit beaucoup plus long, beaucoup plus intense. Et c'est vite bâclé. Il n'y a pas une grosse utilisation
Une grosse exploitation des environnements. Moi, vous savez, quand il y a des séquences de combat, j'aime bien quand on utilise bien l'environnement. Là, le problème, c'est que le combat a lieu dans la Batcave, et donc du coup, c'est vite bâclé. Donc, un combat peu mémorable. Et c'est dommage, parce que Batman versus Deathstroke, c'était censé quand même envoyer du pâté, quoi. Et le problème, c'est que ce n'est pas vraiment le cas. Voilà. Une fois de plus, vous allez être obligé d'y passer, mais honnêtement, vous n'en retiendrez pas grand-chose. Et c'est le problème de cette série dans son ensemble, hein. Bam, c'est que ça va vous coûter plus de 150 balles, je compte les 9 tomes en tout, hein. Plus de 150 balles, pour au final oublier la moitié de ce que vous avez lu 2 semaines après. Donc ça fait mal au cul, ça fait mal au portefeuille. Une série très dense, très confuse, il se passe beaucoup de choses, beaucoup trop de choses. Par moments, c'est même tarabiscoté. Je dis ça dans le sens où on va chercher des histoires là, il n'est pas censé en avoir en fait. Voilà. Histoire d'étirer le truc sur la longueur, et ça donne lieu à des situations improbables. Alors, plusieurs arcs. Je vais essayer de vous résumer les arcs dont je me souviens. Nous en avons un dans ce tome 1 qui était assez intéressant. Et qui nous montrait un Deathstroke qui décidait d'escorter sa fille. Oui, alors parce qu'il va falloir que je vous dresse un petit peu le portrait de Deathstroke, et pas que, également le portrait de son environnement familial. Slade Wilson a eu 2 enfants, 2 premiers enfants avec sa première femme, Adeline Wilson. Le premier enfant, Grant Wilson, qui va donc connaître la mort contre les New Teen Titans de Perez et Wolfman. C'était le premier Avenger, et depuis c'est un personnage qui est resté mort. Voilà, il n'est pas revenu, en tout cas pas que je sache. Après quoi, Deathstroke, Slade et Adeline ont eu un deuxième enfant, Joseph Wilson, qui a connu un destin presque tout aussi tragique que son grand frère, mais lui a eu la chance de ne pas mourir. Il s'est fait enlever par un adversaire de Deathstroke, le jeune Joseph, qui se fait appeler Joey, et il s'est fait égorger. Voilà. Donc on lui a sectionné les cordes vocales, et depuis, il ne peut plus parler, il est muet, complètement muet. Et il peut toujours s'exprimer grâce à un synthétiseur vocal, une espèce de puce qu'on lui a directement greffée dans la gorge et qui lui permet de synthétiser une voix qui pour le coup n'est pas la sienne, une voix artificielle. Donc il peut quand même s'exprimer, il n'a pas trop de problème avec ça. Il a grandi évidemment, hein. C'est un jeune homme. Alors là on peut voir au niveau des bulles que il y a un code couleur noir et vert inhérent au personnage de Jericho, puisque Joseph Wilson est également un super-héros qui se fait appeler Jericho. Le voici ici même. Hop. Et lorsqu'il parle, pour bien qu'on comprenne que c'est lui qui parle, eh bien on a ces bulles noires avec un lettrage vert, comme ça au moins c'est bien défini, donc ça c'est très bien fait. Jericho, il a hérité du patrimoine génétiquement modifié de son père, et il a développé depuis son enfance un super pouvoir relativement intéressant qui lui permet de prendre possession de n'importe quel corps qui se trouverait dans son champ de vision. C'est-à-dire que d'un simple contact oculaire avec toi, d'un simple contact optique, eh bien, il peut prendre possession de ton corps et à partir de là en faire ce qu'il en veut. Il peut aller te faire jeter du haut d'un pont, il peut te faire vraiment faire ce qu'il veut. Et donc c'est un pouvoir qui est très intéressant mais qui est limité puisqu'il ne peut le faire que dans un cercle autour de lui. Un super pouvoir qu'il utilise généralement dans son propre intérêt personnel. Et c'est pour cette raison que même s'il souhaiterait en être un, à aucun moment on ne pourrait dire que c'est vraiment un super héros. Voilà. Il est là, Jericho, comme je vous l'ai montré. Il a une combinaison blanche qui lui permet de voler, mais il n'a pas ce super pouvoir, c'est sa combinaison qui lui permet de voler. Et cette combinaison, elle a été créée, elle a été conçue par le même scientifique qui crée les combinaisons pour son père, pour Deathstroke, le docteur Isherwood, qui se fait appeler le docteur Icon, parce que lui aussi revêt une identité de super-héros à ses heures perdues. Joseph Wilson, c'est un garçon, un jeune homme pour le coup, très instable, aussi bien sur le plan de sa morale que sur le plan de sa vie privée, de sa vie sexuelle, de sa vie sentimentale. Il est en couple avec cette charmante jeune femme qu'il compte bien épouser, mais d'un autre côté, il se tape le meilleur ami de son père, le docteur Isherwood, celui qui lui crée les combinaisons.
Voilà. Et donc évidemment, il ne faudrait pas que Slade ait vent que son jeune enfant se fait ramoner le cul par son pote, le docteur Icon, quoi. Ça risquerait de poser des problèmes. Après quoi, Slade a eu un troisième enfant, une fille pour le coup, la jolie Rose. Mais il ne l'a pas eu avec Adeline Wilson, il l'a eu avec une tenancière de... La voici Rose. Cette fille, il l'a eu avec une tenancière de bordel au Cambodge, ou une pute, hein, voilà, ça ira plus vite. Voilà, et de ce fait, eh bien, ça a créé des dissensions au sein de son couple avec Adeline. Forcément, Adeline lui en tient rigueur, et Adeline, de ce fait, est littéralement Rose, qui n'est pas sa fille. Donc ça a créé des tensions dans le cercle familial. C'est un cercle familial qui est déchiré, faut le savoir. C'est-à-dire que Slade ne prête pas vraiment d'intérêt vis-à-vis de ses enfants. Il en a absolument rien à foutre. Et c'est pour cette raison que je vous expliquais que je trouve ça complètement con qu'il décide de retourner dans le passé pour sauver le Ravager. Enfin bref. Donc voilà Rose. Rose également, elle a hérité du patrimoine génétique de son père. Hein. Alors, son père n'est pas un méta-humain naturel. Slade, c'est un petit peu le Captain America de chez DC, hein, pas au niveau de sa morale et au niveau de sa façon de faire, mais au niveau de ses capacités. C'est-à-dire que c'était un soldat et il a participé à une expérience qui visait à le rendre surhomme, à le rendre surhumain. De ce fait, ses réflexes ont été surdéveloppé, il a des réflexes surhumains, il a une capacité de régénération, pas aussi cheaté qu'un Wolverine, mais il a quand même une capacité de régénération qui lui sauve la mise à plusieurs reprises. Il utiliserait 90% de son cerveau, donc très intelligent, et puis il maîtrise tous les styles de combat possibles. Bref, c'est vraiment un personnage ultra cheaté. D'ailleurs, à tous les gens qui disent oui, Superman il est pas intéressant parce qu'il est trop craqué, faut savoir que dans toutes les lectures modernes, tu peux pas tourner une page sans que Superman soit à terre, quoi. Parce qu'on part de ce postulat où Superman est un personnage trop puissant, donc faut le mettre à chaque fois en situation de faiblesse et de défaite. Et le problème, c'est que Deathstroke, qui lui est tout aussi cheaté, alors pas sur le papier, mais dans la façon dont il est traité, vous allez voir que Deathstroke est encore plus cheaté et lui ne connaît aucune situation de faiblesse. Et c'est pour cette raison que j'ai beaucoup de mal avec cette série, avec beaucoup de choses qui se font sur le personnage de Deathstroke, c'est qu'il est tellement puissant, on veut tellement en faire avec lui, que du coup, il traverse toutes les histoires qui le concernent sans jamais rencontrer la moindre difficulté. En tout cas, c'est vraiment le sentiment que j'ai, après avoir lu ce run. À aucun moment, vraiment, tu le crois en difficulté, quoi. Parce qu'il est beaucoup trop fort. Bref. Et du coup, on va user d'artifices pour essayer de créer des enjeux. Je vais revenir aussi là-dessus. Mais ça pue l'artifice, quoi. On va dire, ça pue le fake, quoi. Tu vois, ça. Bref. Donc, j'en étais à sa fille, Rose Wilson. Vous voyez, c'est très compliqué à vous parler de cette série. Hein. Putain, il va falloir que je me mène le cul en plus. Donc, voilà, Rose Wilson, qui, du coup, a revêtu le costume de son premier grand frère, son premier demi-frère, celui qu'elle n'a pas connu parce qu'il est mort, Grant, qui était le premier Ravager, et donc c'est elle la nouvelle Ravager. Donc elle, c'est pareil, elle a hérité de super pouvoirs entre guillemets, hein. Elle a la capacité de, enfin, elle est très athlétique, très acrobatique, super endurante, très très forte, et puis elle a un sens de précognition qui est très très intéressant. Elle peut voir ce qui va se passer dans les 5 prochaines minutes et de ce fait anticiper clairement une situation. Voilà, alors le problème c'est que ce super pouvoir, qui est très très bien mis en scène dans ce passage, vraiment j'ai trouvé ça génial la façon dont c'est fait. Ce super pouvoir n'est pas vraiment exploité, il est exploité qu'une fois à ce moment-là. Et après, tu ne le retrouves plus du tout. Et c'est très étrange parce que c'est comme si elle avait perdu cette faculté, mais qu'à aucun moment on ne te l'expliquait. Donc j'ai pas compris pourquoi est-ce que Rose ne l'utilise plus du tout après dans tout le reste du run en fait. Parce qu'elle aussi c'est un personnage qui a son importance dans la série Deathstroke. Ses enfants ont vraiment une importance assez capitale. Donc voilà pour ce qui est de Rose Wilson. Et donc il y a un contrat qui émerge sur le dark web et qui met la tête de Rose à prix. Donc forcément Deathstroke il va décider d'escorter sa fille. Hop, qui est mise en danger par ce contrat. Là on les retrouve dans une voiture, ils sont tous les deux grimés parce que forcément recherchés. Et donc Deathstroke va essayer de retrouver quel est l'enfoiré qui a pu créer un contrat sur la tête de sa fille. Voilà. Alors,
Les relations père-fille sont très tendues, parce que comme j'expliquais, ses enfants, il n'en a cure, hein, Slade. Donc là, il essaye de se rapprocher tant bien que mal de sa fille pour retrouver qui, éventuellement, lui voudrait du mal. Ça va les emmener à Gotham City, où il va interroger Batman, ou alors c'est Batman qui l'interroge, on ne sait pas trop, c'est assez étrange. Et ce petit arc se conclut d'une manière assez originale que j'ai fortement apprécié. Voilà, je n'ai pas vu venir ce petit twist, donc c'était assez sympa. Je pense que les meilleurs arcs sont vraiment sur le début du run et après ça devient beaucoup trop long et beaucoup trop confus. Enfin, bref. Un arc également sympathique, qui suit d'ailleurs celui dont je viens de vous parler, et qui met en vedette le fameux Joseph Wilson, le fameux Jericho, qui va nous raconter un petit peu ses démêlés sentimentaux avec sa femme, avec le docteur Richard Wood. J'ai trouvé cet arc très, très sympathique également. On va creuser dans l'environnement familial de Slade Wilson, parce qu'on se rend très vite compte qu'avec Deathstroke, il n'y a pas énormément de choses à faire. Donc on essaie de gratter là où on peut gratter. Je trouvais ça assez sympathique. Voilà, pourquoi pas. C'est un des arcs qui m'a le plus plu dans tout ce run. Le problème, c'est tout ce qui vient après. Parce qu'après, on va enchaîner les histoires qui n'ont pas vraiment d'intérêt, parfois même sans queue ni tête, qui vont tirer en longueur pour finalement ne pas raconter grand-chose d'intéressant. Le personnage de Slade va à un moment perdre la vue et il va se faire appeler Ténèbres. Il va changer de style, hein, pour le coup, de style vestimentaire. Hein. D'ailleurs, je le trouve hyper stylé. Hein. T'as le look coco. Voilà, donc il va se faire appeler Ténèbres, ça va devenir une espèce de justicier très ténébreux et aveugle pour le coup. Et il va être recueilli par la jeune Tanya Spears. Tanya Spears, c'est cette demoiselle que je vais essayer de vous retrouver. La voici, Tanya Spears. C'est la nouvelle Power Girl. Voilà, alors vous allez me dire, elle n'a rien à voir avec Power Girl. La Power Girl qu'on connaît, Karen Starr. Alors effectivement, elle n'a absolument rien à voir, ni physiquement, ni au niveau de ses pouvoirs. Mais pourquoi est-ce qu'elle se fait appeler Power Girl ? Ben, tout simplement parce que Karen Starr est sa mentor. Voilà. Et donc cette jeune génie, parce que c'est une génie, hein, eh bien elle recueille Slade et elle souhaite en faire quelqu'un d'autre. Parce qu'elle sait qui il est et elle essaye de l'emmener vers la lumière, de l'emmener vers le chemin de la rédemption, d'en faire un homme bon parce qu'elle comprend qu'il y a ce potentiel en lui. La création de ce groupe de jeunes super-héros, Défiance, Slade décide avec sa femme de créer un groupe qui ferait écho aux Teen Titans, avec le nouveau Wally West, Tara Markov, hein, la Terra de Mark Wolfman et George Pérez qui opère ici son grand retour, un personnage qui a grandi forcément et ça fait plaisir de la retrouver. Nous avons Rose, sa fille, nous avons son fils Joseph et nous avons donc la nouvelle Power Girl. Et donc il décide de créer un groupe de jeunes super-héros, mais c'est un groupe finalement très peu éthique puisqu'il fait payer ses actions, ses interventions. Ça intervient à un moment où Slade semble avoir changé de personnalité et semble vouloir revenir du bon côté. Voilà. Seulement, ça ne va pas durer. Et c'est le problème que j'ai avec beaucoup de ces arcs, c'est que comme j'expliquais, on va essayer de créer de manière très artificielle des enjeux ou des changements de paradigme pour au final tout faire revenir à la normale quelques pages après. Dire ça ne dure jamais suffisamment longtemps. Lorsque Slade devient aveugle, ça ne dure pas longtemps. Il va très vite recouvrer la vue. Également la même chose lorsqu'il semblerait passer du bon côté, eh bien il va vite redevenir le Slade qu'on connaît. C'est... Le dernier tome s'appelle Deathstroke RIP et voudrait nous faire croire que le personnage de Deathstroke est mort, mais bien évidemment il va finir par revenir, voilà, au bout de 2 épisodes, pour aller botter le cul à une version un peu dark de lui-même, voilà, un Deathstroke qui viendrait d'une autre planète, un Deathstroke alternatif. Donc on nous refait le sempiternel coup du méchant qui est redevenu gentil et qui affronte une version ténébreuse de lui-même. Voilà, tu vois, le truc hyper classique. Et puis donc nous avons également dans le tome 6 un bref passage à Arkham. Alors cette couverture est sublime, j'étais très emballé à l'idée que Deathstroke puisse évoluer dans Arkham, l'asile d'Arkham, parce que c'est un environnement que j'aime énormément. Lorsqu'il est bien exploité, l'asile d'Arkham, il devient passionnant. C'est le cas du jeu vidéo Arkham Asylum, c'est le cas du Arkham Asylum de Dave McKean et de Grant Morrison. Le problème,
c'est qu'une fois de plus, l'histoire tombe complètement à l'eau. C'est pas l'asile d'Arkham que vous avez envie de voir. Alors oui, il y a les super vilains du Badverse qui sont là, forcément, ils sont chez eux. Le problème, c'est que ils ne servent pas à grand chose finalement dans cette histoire. Ils sont très peu exploités. Ils sont juste là pour faire de la figuration et pour vendre des bouquins, voilà, clairement. Parce que là, tu vois qu'il y a toute la clique, donc ça donne envie d'acheter. Mais ils sont uniquement là pour faire de la figuration. Ils ne servent pas vraiment à l'intrigue. Une intrigue qui n'a pas vraiment de sens non plus, qui n'a pas grand intérêt, que j'ai trouvé pour le coup tarabiscoté, c'est-à-dire que ça part dans tous les sens. On a des extraterrestres. On a un programme de réalité virtuelle, c'est-à-dire qu'en fait, à partir du moment où Slade arrive en cellule, on lui met sur la tête un casque de réalité virtuelle et on le soumet à des expériences très étranges, dont je n'ai pas vraiment compris l'intérêt non plus. Voilà. Bref, c'est pas du tout l'asile d'Arkham que j'avais envie de voir en fait, hein, donc ne vous y trompez pas, ça vend pas du rêve. Alors concernant à la partie visuelle, je dois reconnaître que c'est plutôt réussi dans l'ensemble. Alors il y a une pluralité hein, au niveau des artistes qui se succèdent sur le titre. Il y a plusieurs noms, hein, voilà. Avec notamment Fernando Passarin et Carlo Pagulayan qui reviennent le plus souvent. Force est de constater qu'il y a quand même une cohérence graphique qui s'installe d'un arc à l'autre. C'est assez homogène en fait. Je trouve que c'est plutôt homogène. Alors certes, il y a des dessinateurs qui sont quand même au-dessus d'autres, hein, ça, je vais pas nier ce fait. Mais dans l'ensemble, c'est assez ressemblant. Parce que c'est vrai que sur certaines séries, ça peut être un problème lorsque tu as tellement de dessinateurs qu'à force, les personnages ne se ressemblent même plus. Parce que chacun y va de son petit truc personnel et du coup, chaque personnage, à chaque fois, n'est pas représenté de la même manière. Donc c'est vrai que ça te casse un petit peu la continuité. Là, pour le coup, il n'y a pas ce problème. Il n'y a pas ce problème, je trouve que d'un bout à l'autre du run, ça se tient. Et donc ça serait presque un point positif en fait, hein, parce que là j'ai beaucoup descendu la série, mais finalement ce serait presque un point positif, puisque c'est rare les séries aussi longues où il n'y a pas vraiment de hic au niveau du dessin. Là pour le coup j'ai rien à reprocher, il n'y a pas un moment où j'ai trouvé ça dégueulasse. Donc voilà, petit point positif, c'est vraiment la partie graphique, la partie visuelle. Puis alors il y a un truc qui m'a un petit peu décontenancé, c'est l'utilisation excessive de flashbacks. Surtout sur les premiers tomes, il y a énormément de retours en arrière. Et c'est excessif, c'est-à-dire qu'on est quasiment la moitié du temps dans le passé, et le problème c'est que c'est pas suffisamment marqué, la temporalité n'est pas suffisamment claire dans la narration, et par moments tu es dans le passé mais tu te rends même pas compte en fait. Voilà, donc du coup ça apporte un côté très confus à ce que tu lis, cette alternance entre passé et présent, d'autant plus que Slade c'est un personnage qui ne vieillit pas physiquement parce que sa capacité de régénération lui empêche de vraiment vieillir, c'est pour cette raison qu'il est censé avoir une cinquantaine d'années, mais qu'hormis ses cheveux gris, il en fait une trentaine en fait. Voilà, c'est un personnage qui ne vieillit pas plus que ça. Et du coup, quand il y a des retours en arrière, des retours dans le passé, physiquement, tu vois pas le changement. Donc du coup, c'est assez confus par moments, je trouve, au niveau de la temporalité. Bref, si vous voulez mon avis, il n'y a pas grand chose à raconter concernant le personnage de Deathstroke. Je pense que Marv Wolfman et George Pérez, lorsqu'ils ont créé le personnage, ils avaient déjà tout raconté ce qu'il y avait à raconter sur lui. Voilà. À la base, il a été conçu comme étant un super vilain de seconde zone. Il a été créé dans une très grande continuité qui est celle des New Teen Titans et qui ne lui appartenait pas directement puisque c'était la série New Teen Titans. Il était juste une pièce du puzzle dans cette énorme mosaïque. Et aujourd'hui, on essaye de lui créer ses propres histoires, sa propre légende, mais ça ne marche pas puisque c'est un personnage qui à la base n'a pas été créé en tant que tel. Voilà. Donc on va gratter dans son environnement familial ce qu'il y a à gratter. Ça pour le coup je suis assez d'accord, mais de là à faire tenir tout ça sur 9 putains de livres, sur 50 épisodes, plus de 50 épisodes, je pense pas que ça vaille le coup. Si tu veux, moi, l'animé Knights and Dragons, qui vraiment exploite tout ce qu'il y a à savoir sur le personnage, hormis peut-être la mort de son premier fils, puisqu'on ne l'évoque pas une seule fois, pour moi, Knights and Dragons, voilà, c'est un animé qui dure 1h20, 1h30, et c'est largement suffisant. Tout y est parfaitement résumé. Tu vois l'animé, tu sais tout ce qu'il y a à savoir sur le perso. Voilà. Tout le reste n'est que fioriture, longueur et ennui. Quand tu penses à Deathstroke, tu penses à un mercenaire assoiffé de sang et d'argent, extrêmement doué au combat,
Et la question c'est, est-ce que tu as vraiment envie d'en savoir plus sur lui? Est-ce que tu as vraiment envie de voir autre chose concernant ce personnage? Ciao les zingues!